Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'école des CSE pour ce nouveau webinaire consacré à l'intelligence artificielle et au rôle du CSE. Donc, je suis Anne-Catherine Benoît-Lucie, dirigeante et fondatrice de l'école des CSE. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous rappelle qu'à l'école des CSE, et je vous annonce pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des formations accessibles, concrètes, opérationnelles sur tous les sujets du mandat, les sujets économiques et les sujets SSCT. On fait des questions juridiques et des expertises stratégiques, économiques, sociales, plan social, conditions de travail. Donc l'IA est en train de transformer les métiers, les méthodes de travail, l'organisation des entreprises, ça vous le savez. Et face à ces changements, bien, les élus ont un rôle essentiel à jouer. Il faut comprendre les enjeux, il faut identifier les impacts, il faut exercer leurs prérogatives et il faut être force de proposition. Donc, vous allez, lors de ce webinaire, toucher du doigt des repères concrets, des clés de présentation, des conseils pratiques. Donc, j'ai le plaisir pour ça d'être entourée de Serge Benoît-Lucie, expert comptable, qui est dirigeant de l'expert des CSE, et de Morgane Collat, qui est consultante en santé au travail. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà Serge et Morgane. Ils connaissent parfaitement ces sujets et donc ils vont partager avec vous leur expérience sur le terrain et leurs analyses. Pour les questions, je vous propose, là certains ont utilisé le chat ce matin, mais pour les questions du webinaire, je vous propose pardon, d'utiliser le petit module des questions-réponses. C'est les deux petites bulles avec un point d'interrogation. Ce qui est beaucoup plus facile pour classer les réponses et vous répondre soit au fur et à mesure, soit en fonction des réponses à la fin, lors du module de questions-réponses. Voilà. OK. Donc, je vous présente notre équipe. Donc, vous voyez en haut Morgane, qui se présentera tout à l'heure, et puis Serge. Ensuite, nous avons donc moi-même Herman qui est juriste en droit social, que vous connaissez également, et qui est en ce moment en formation. Assa, qui est parmi vous, au sein des participants. Et Laura, qui est votre modératrice du jour. Merci à tout le monde. Donc, je laisse la parole à nos deux experts. Voilà, bonjour à tout le monde. Je vous présente donc le sommaire de ce webinaire. Première partie, l'intelligence artificielle, le monde du travail, c'est un propos introductif. Deuxième partie, Morgane va nous présenter les outils santé, sécurité, conditions de travail du CSE. Dans la troisième partie, nous verrons les autres outils à disposition du CSE pour cadrer le sujet de l'intelligence artificielle, les informations, consultations obligatoires et les expertises. Et nous réfléchirons dans la dernière partie sur l'intelligence artificielle peut-elle justifier un licenciement collectif. Sur la première partie, l'intelligence artificielle, le monde du travail, nous proposons un sondage. Alors, est-ce qu'on refait le sondage? Oui, on refait le sondage. En fait, c'est pour cadrer si votre entreprise, si votre perception, votre entreprise fait-elle appel à l'intelligence artificielle? C'est un vocable extrêmement large qui recouvre des réalités très différentes. Et donc, on souhaite connaître votre perception du sujet. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage. Donc, nous avons la quasi-totalité des réponses et on a 77% de réponses oui, 7% seulement de réponses non et 14% de personnes qui ne savent pas, 13% pardon, qui ne savent pas. Voilà. Bon, donc ça veut dire que vous avez une notion du fait que votre employeur s'est emparé du sujet de l'intelligence artificielle. Toute la problématique du CSE va être la définition de cette intelligence artificielle et des conséquences sur l'organisation du travail.
Je passe rapidement les slides, je pense que vous pourrez les relire à tête reposée. Vous savez que l'intelligence a beaucoup évolué, l'intelligence artificielle a beaucoup évolué. Maintenant, la question, c'est qu'elle est à un tel niveau d'évolution qu'elle est capable de remplacer l'humain dans beaucoup de tâches, hein, et que donc ça a un impact direct sur l'emploi, sur le plan qualitatif de manière évidente, ça reconfigure le monde du travail, voire quantitatif si on estime qu'on peut remplacer des personnes par des machines. Là, je passe rapidement. On a mis des exemples concrets de conseillers clientèle, la fonction commerciale, conseil client, les chatbots, etc. Évidemment, reconfigure la manière dont on travaille. Tout ce qui est marketing, communication à travers l'éditorial, la création de textes, d'images, etc. L'automatisation, la musique aussi. La musique permet l'intelligence artificielle permet de chambouler les choses et permet de créer beaucoup de produits de manière automatique, on va dire. Sur la finance, également, il y a de nombreux cas d'utilisation dans les banques, mais dans les services financiers des groupes également, y compris en comptabilité, hein, qui permet d'améliorer, d'automatiser le processus de production. Il y a beaucoup de cas d'application, hein, dans la grande distribution, la tarification des produits, la gestion à distance de la date limite de vente dans les rayons frais, etc., etc. Ça change énormément de choses. La maintenance prédictive des moteurs d'avion, de la SNCF aussi, hein, des rames TGV, même si elles continuent à tomber en panne quand il fait chaud. Mais tout ça est quand même sont des outils très puissants qui permettent de gérer l'intelligence. L'intelligence artificielle permet d'améliorer et change en tout cas le processus de production. La COFAS, qui est un organisme d'assurance des entreprises françaises, a fait des études là-dessus pour essayer d'évaluer le pourcentage de tâches automatisables. Nous avons il y a des secteurs plus ou moins exposés, architecture, ingénierie, informatique, fonction support, finance, enseignement aussi. On pense que la COFAS pense que les choses vont beaucoup changer en vue d'une automatisation plus forte. Nous avons ici trois profils plus à risque, hein, tout ce qui est fonction vente marketing, tout ce qui est métier de la connaissance, que ce soit de l'analyse, de la création de contenu, etc. Et tout ce qui est ingénierie et sciences en termes de modélisation, d'analyse des données passées, par exemple dans le domaine médical, hein, l'anticipation des maladies. L'intelligence artificielle va modifier beaucoup de choses. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un sujet de travail pour les CSE. Pourquoi? Parce qu'elle transforme les tâches, l'organisation, les métiers, l'évaluation de ces métiers. Elle pose plusieurs questions en termes d'autonomie, de pouvoir d'action des salariés. Quelle va être la place de l'intelligence artificielle et celle conservée par les salariés? En termes de gestion des compétences, ça change les compétences nécessaires, les compétences requises par l'entreprise. Ça change également le sens du travail, hein, le fait qu'une partie du travail évolue, disparaisse, n'est pas neutre sur le plan psychologique. Et puis, ça crée une forme d'insécurité, de maîtrise et de la situation. Je te laisse présenter la suite de la partie SSCT. Tout à fait. Alors justement, chaque employeur va devoir se positionner notamment sur toutes ses conséquences sur l'organisation du travail, notamment sur l'évolution des tâches individuelles, pouvant à la fois restreindre fortement le contenu d'un métier, perdre sa plus-value, ou bien lui permettre de se recentrer sur des tâches à valeur ajoutée. La redéfinition des rôles et des responsabilités est donc majeure pour y intégrer justement l'IA comme un nouvel acteur de l'entreprise et ainsi travailler sur la gestion des compétences puisque certaines vont apparaître et d'autres disparaître. Par ailleurs, une des fortes craintes justement de l'intensification, de l'IA, c'est l'intensification du travail, puisque l'intelligence artificielle va faire gagner du temps. On peut donc se permettre de demander plus à chaque salarié. Cette contrainte peut à nouveau être limitée grâce à la redéfinition des rôles, hein, comme la transformation des tâches et la redéfinition des métiers. Et donc, cette contrainte peut permettre aussi de se projeter, de clarifier les attendus et donc la charge de travail. Enfin, un des principaux risques
et quand même un contrôle aussi accru sur la productivité de chacun, déshumanisant en grande partie le rôle managérial, notamment, dans cette évaluation, et limitant aussi les possibilités de critères pris en compte, par exemple à du pur quantitatif, et non plus à des savoir-faire acquis au fur et à mesure de l'expérience, et des savoir-être. Donc la question des impacts, elle est fortement reliée notamment aux risques en fait psychosociaux, non pas uniquement techniques avec la mise en place d'un outil. Donc principalement en fait les impacts peuvent être nombreux pour les salariés, mais il y a tout d'abord l'intensification du travail, la potentielle perte de sens et d'autonomie, ne sachant plus vraiment s'il s'agit de l'IA ou de l'homme qui pilote les actions réalisées, mais aussi une certaine crainte sur la gestion des compétences, à la fois perte, bien sûr, puisque certains savoirs deviennent inutiles, mais aussi réapprentissage, avec un risque aussi d'accroissement des inégalités dans cette transition, inégalités à la fois à l'accès aux outils, à l'accès aux compétences, et aussi à l'accompagnement de transition métier, quand le métier est fortement impacté et directement impacté par l'IA. Bien sûr, ensuite la question de l'insécurité, donc l'avenir du poste, l'avenir du métier, ou bien même l'avenir de l'entreprise selon le secteur d'activité. Il ne faut pas oublier non plus les gains potentiels de l'arrivée de l'IA, comme tout outil, hein, il y a toujours contraintes ressources, qui seront forcément fonction des choix d'entreprise. Donc cela peut amener des gains de temps, une amélioration à la fois du contenu du métier, mais aussi des conditions de travail, un accès facilité à l'information, un accès facilité à la prise de décision. On le voit déjà, par exemple, un grand sujet sur le côté médical et les diagnostics, mais aussi l'enrichissement métier selon les cas. Donc éviter les tâches monotones et répétitives notamment. Donc une vraie question justement d'accompagnement de cette transition, puisque comme le disait Serge, c'est pas uniquement en fait un outil, mais cela va justement modifier, faire évoluer une très grande partie des métiers, à la fois directement et indirectement. Concernant ce que doit faire l'entreprise justement pour aider, accompagner cette transition globale des entreprises et du monde du travail, euh, pour que l'IA soit aussi plus une opportunité que quelque chose de subi par les entreprises, il est nécessaire déjà en fait de l'encadrer. Avec un cahier des charges très précis et très précis en fait par entreprise, puisque chaque entreprise va devoir s'y adapter, avec ce qu'on attend, ce qu'on a besoin, mais aussi ce qui serait utile directement à l'entreprise, mais aussi organiser une phase de transition, vu que l'outil est en pleine phase d'évolution. On n'est pas sur un outil fini, on est vraiment sur un historique alors très récent et donc en phase de test même sociétalement. Il sera nécessaire de mettre en place en fait des retours d'expérience aussi en entreprise, des espaces de discussion, de co-régulation pour faire évoluer au fur et à mesure en fait son utilisation et sa prise en main par chacun des salariés, chacune des strates. Et cet encadrement doit prendre en compte les besoins de l'entreprise, mais aussi les conditions de travail de chacun, afin qu'il soit justement plus une ressource qu'une contrainte, également en fait sur le volet des conditions de travail. Et enfin, accompagner forcément cette montée en compétences nécessaire que l'IA requiert pour une utilisation optimale dans les deux sens, à la fois performance de l'entreprise, mais aussi conditions de travail des salariés en parallèle. Donc après ce petit tour d'horizon de l'intelligence artificielle, hein, vous avez vu que les slides étaient riches et vastes. L'objectif, c'est que vous ayez de quoi relire après ce webinaire ensemble et que vous puissiez vous poser toutes les questions qui vous concernent de façon adaptée à chacune de vos entreprises. Euh, donc nous allons voir justement comment le sujet doit être suivi à la fois donc par l'employeur et par le CSE à travers différents outils et documents, avec une première partie justement récapitulative, vous allez le voir, et une déclinaison à la fois sur le volet SSCT et le volet justement sur la question ensuite avec Serge de l'information consultation et des potentiels licenciés. Donc sur cette partie, on vous propose un autre sondage qui est donc votre entreprise dispose-t-elle d'une feuille de route, d'un cahier des charges sur l'intelligence artificielle qui soit clairement défini. On attend vos réponses.
Alors Anne-Catherine, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, on a 80% de oui. Donc, non, pardon, je me trompe de. On a, ouais, ça m'étonnait aussi 80% oui. Oui, moi On a aussi. 78%, oui. 78% qui n'ont aucune feuille de route. On a 20% avec une feuille de route qui leur a été présentée partiellement. Et on a 3% qui ont une présentation complète de la feuille de route. Ouais. Ça Donc, on ressemble est à peu sur près à ce avec quoi j'ai pu discuter avec certains CSE au fur et à mesure. Donc ça m'étonne moins. oui, oui, bien sûr, moi aussi. Donc Voilà. en effet, vous voyez qu'il y a encore du travail justement sur la clarification de ce qui est attendu, mais aussi enfin, que l'employeur puisse se projeter et ne subisse pas, comme on le disait, cette évolution qui sera nécessaire de toute façon pour la majorité des entreprises. Concernant donc les outils. Tout d'abord, donc chaque projet de réorganisation contient finalement 2 phases de réflexion. À la fois un état des lieux de l'existant dans l'entreprise, mais aussi une projection sur l'organisation cible souhaitée. Donc ça, quels que soient les sujets, et donc l'IA également, vous avez justement ces 2 aspects qui doivent être vérifiés, organisés, anticipés par l'employeur, comme toute évolution des conditions de travail. Donc tout d'abord, l'employeur a pour obligation de mettre en place des informations consultation. Donc on verra avec Serge au fur et à mesure, hein, les différents aspects sont revus au fur et à mesure. Concernant donc ce projet d'intégration, mais aussi de toutes ses conséquences. Et ces conséquences doivent aussi se retrouver dans le document unique, DUERP, qui récapitule à la fois l'ensemble des risques existants pour les salariés, mais aussi les actions mises en place sur chacun de ces risques. Cet état des lieux va être suivi donc par la 3e case, c'est-à-dire le plan d'action de prévention appelé PAPRIPACT, qui est à mettre à jour tous les ans et qui récapitule les actions que projette l'employeur pour améliorer les conditions de travail. Afin de mettre en place le document unique, l'employeur peut et même doit régulièrement mettre en œuvre un diagnostic des risques psychosociaux afin d'avoir une projection précise du ressenti des salariés et pouvoir l'intégrer justement à ce document. Du côté des élus, vous êtes responsable des rendus d'avis suite aux différentes informations consultations de l'employeur, voire même plutôt en amont, par expérience, de rappeler à l'employeur ses obligations sur ce sujet. Consultations régulières, consultations ponctuelles, mais aussi les consultations liées à la prévention, avec notamment cette analyse du document unique et du PAPRIPACT. Mais vous avez d'autres actions possibles, liées notamment aux remontées d'informations du terrain. Bien sûr, suivre le sujet régulièrement en réunion de CSE, mais aussi organiser des inspections du CSE, et dans ce cadre, vous pouvez également mettre en place un diagnostic RPS de votre côté. C'est ce qu'on va voir un petit peu après. Enfin, en parallèle, des négociations peuvent et doivent être mises en place afin de cadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Donc nous allons voir chacun de ces points, c'était un petit récap introductif, nous allons voir chacun de ces points dans les parties suivantes. Premièrement donc, la partie santé au travail et prévention. Donc aujourd'hui, cette partie prévention est organisée comme un cycle de vérification pour les CSE de plus de 50 salariés. Tout d'abord, la création et la mise à jour du document unique, qui contient à la fois l'ensemble des risques pour chaque salarié, mais aussi l'intégralité des actions qu'a déjà mis en place l'employeur pour y pallier. Donc ce document est mis à jour annuellement, mais aussi et surtout à chaque modification importante des conditions de travail, et donc avec la mise en place de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. En tant que CSE, vous êtes donc consulté sur ce document unique afin de donner votre avis sur cet état des lieux déjà de l'existant. Et ensuite, vous allez donner votre avis sur le PAPRIPACT, qui signifie donc Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Et ce sont en fait les orientations stratégiques de l'employeur pour l'année à venir en matière de prévention. C'est-à-dire quels axes de travail à prioriser, quelles actions à mettre en place. Et donc l'IA et ses conséquences peuvent tout à fait être une des thématiques de travail du PAPRIPACT. Et enfin, le rapport annuel SSCT, qui est en fait le bilan de l'année écoulée, à la fois au niveau du contexte de l'entreprise, des statistiques, mais c'est aussi le bilan du PAPRIPACT, c'est-à-dire quelles actions ont effectivement été mises en place, c'est-à-dire celles qui étaient projetées, est-ce qu'elles ont été réellement effectuées pendant l'année, lesquelles ne l'ont pas été, et aussi pourquoi
car l'employeur doit expliquer toutes les actions écartées. Donc vous voyez que tous ces aspects santé au travail fonctionnent évidemment pour l'intégralité des sujets et donc au quotidien, mais donc doivent être questionnés dans le cadre de l'intelligence artificielle. Pour justement permettre d'avoir un état des lieux précis des risques psychosociaux à intégrer dans ce document unique et continuer, comme vous l'avez vu, ce cycle de prévention, une évaluation complète des risques psychosociaux est fortement recommandée de façon régulière, mais aussi ici dans le cadre de l'intelligence artificielle, vu que ça amène forcément des impacts sur cette famille de risques en positif comme en négatif, hein. Le document unique, ça peut aussi être des évolutions positives. Le diagnostic, donc en risques psychosociaux, peut être initié à la fois par l'employeur, puisque ça fait partie de ses obligations légales, mais peut être organisé également par le CSE, dans le cadre justement d'une de ses inspections dans l'année. Vous trouvez justement à droite de l'écran quelques exemples de supports d'accompagnement sur ces diagnostics RPS pour savoir comment en fait visualiser cet état des lieux. Pour continuer sur cet aspect évaluation et inspection, en fait, si vous souhaitez affiner le sujet spécifiquement de l'intelligence artificielle, vous avez aussi la possibilité de réaliser une inspection qui est focalisée sur son intégration dans l'entreprise. Donc non pas risques psychosociaux comme thématique, mais véritablement intégration de l'IA. Notamment si elle a déjà commencé sans cadre bien défini, comme vous avez pu le dire à plus de 80%, sans information consultation complète par exemple. L'objectif, cette fois-ci, de cette inspection serait par exemple de démontrer que la réorganisation est déjà en marche, que les conséquences se font déjà sentir, sans que l'employeur n'ait forcément formalisé une organisation, des attendus très précis, alors que cela fait partie justement des obligations de l'employeur. Ou bien également de démontrer que cette évolution impacte de façon indirecte d'autres populations, d'autres services, d'autres process qui n'ont pas été prévus dans le cadre de départ. Donc pour rappel, tous les CSE de plus de 50 salariés doivent réaliser des inspections. Ça fait partie de vos obligations réglementaires. Et celles-ci doivent être réalisées 4 fois par an. Donc une inspection, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse approfondie d'un sujet de votre choix. Donc vous choisissez la thématique en fonction justement de votre contexte d'entreprise, afin d'en faire ressortir ce que je vais appeler de la data, c'est-à-dire des chiffres, des statistiques. En fait, l'idée est de mettre en lumière un sujet, un état des lieux dans l'entreprise, et pouvoir ainsi débattre dessus avec un état des lieux plus précis, un diagnostic plus précis. Donc ce diagnostic, ça peut être RPS dans son ensemble, mais vous voyez bien que un diagnostic IA et mise en place transitionnelle de l'IA fonctionnent tous aussi bien en termes d'inspection. Là-dessus, vous pouvez aussi vous faire accompagner pour la mise en œuvre de ces inspections afin d'en faire ressortir justement le maximum d'informations, d'être calé sur la méthodologie. Et je laisse la main donc à Serge, pardon, et à Anne-Catherine du coup qui va rebondir sur le sujet. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, à l'école des CSE, on organise pour vous également des questionnaires qui servent pour les inspections, qui sont des questionnaires qualifiés, des questionnaires anonymes qui sont préparés avec vous en fonction de votre contexte et qui sont exploités sur une plateforme particulière de façon anonyme. Et c'est Morgane qui fait ça très bien. Pour pouvoir ensuite objectiver des sujets. Alors, ça peut être les RPS, ça peut être bien sûr, comme elle disait tout à l'heure, l'IA, et ça vous permet d'objectiver les sujets. Morgane qualifie les réponses statistiquement, avec effectivement leur validité, c'est prouvé en fonction de certains modèles, en fonction du taux de réponse. Et donc, vous avez vraiment un outil qui permet de dialoguer avec votre direction de façon objective sur tous les sujets. Voilà ce que je voulais vous dire. Morgane n'osait pas vous dire ce qu'elle savait très bien faire, mais moi je vous le dis. C'est pour ça que je me suis permis de montrer à quoi ça ressemble, pour de vrai. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous allons aborder la partie 3, hein, les autres outils à part SSCT à disposition du CSE. Où est-ce qu'on en est à la partie, la suite des parties 1 et 2? Partie 1, on a dit quoi? On a dit qu'il y a une application extrêmement variée de l'intelligence artificielle qui modifie évidemment les questions de sécurité et de conditions de travail, d'organisation
concrètes de votre travail. Et donc, on va voir dans la partie 3 à quoi vous avez droit en termes d'information, consultation. Il est évident, et c'est un point clé, c'est à l'employeur de définir l'intelligence artificielle dans votre entreprise, l'application dans votre entreprise. Et ensuite, tout le dialogue social consiste à informer le CSE. Intelligence artificielle ou pas, c'est toujours le même processus. L'employeur définit la politique de l'entreprise et la communique au CSE dans le cadre de consultation. Il ne faut pas sortir de ce cadre qui vaut pour tous les sujets et notamment pour l'intelligence artificielle. Alors, nous avons, comme c'est marqué ici, on va revenir un peu sur les consultations récurrentes, les consultations annuelles, en priorité la consultation sur les orientations stratégiques et la politique sociale et les conditions de travail. Nous allons également aborder dans un deuxième temps tout ce qui est consultation ponctuelle, puisque vous savez qu'il y a des recours possibles, enfin il y a des consultations, des recours possibles d'expertise sur l'aménagement important modifiant les conditions de travail et l'introduction de nouvelles technologies. Et puis, on va parler un petit peu des cas d'expertise. Alors, dans le cadre de cette troisième partie, une question très simple. Est-ce que oui ou non, vous avez été consulté sur des problématiques relatives à l'intelligence artificielle? Une consultation, c'est on ouvre formellement une consultation, on vous remet des documents, on expose le sujet, on vous laisse un mois pour travailler, vous rendez un avis. Est-ce que oui ou non, vous avez été consulté? Alors, on a 87% de non. Ah. Donc, effectivement, ça fait très, très peu. Vous n'avez pas, pour la plupart, donc, été consulté du tout sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose de fondamental, hein. Il faut absolument que l'employeur vous doit cette information. Donc, je répète, c'est à lui de définir l'intelligence artificielle qu'il entend utiliser dans l'entreprise et il doit vous expliquer en quoi ça modifie l'organisation du travail. Je vous rappelle que le CSE est modifié sur toutes les problématiques modifiant l'organisation du travail. Alors, on voit dans les 3 consultations annuelles, il y en a 2 peut-être un peu plus qui sont importantes. La consultation sur les orientations stratégiques, quelle place de l'intelligence artificielle dans la stratégie de l'entreprise? Y a-t-il aujourd'hui un chef d'entreprise qui peut ne pas réfléchir aux impacts de l'intelligence artificielle? La réponse, c'est non. Évidemment, les impacts sur l'emploi, on va venir un peu après dans le détail, mais c'est évidemment très clé. Deuxième consultation sur la situation économique et financière. Vous vous rappelez que ce sont les 3 consultations annuelles. Via la consultation ECOFI, quels sont les investissements dans l'intelligence artificielle en termes de nature, en termes de montant, les gains de productivité attendus? Est-ce qu'on attend plus de bénéfices? Est-ce qu'on a besoin de moins d'effectifs? Tout ça, c'est absolument important à savoir. Et puis, dernière consultation sur la politique sociale, les conditions de travail, l'emploi, évidemment, les effets sur l'emploi. Quelles sont les compétences requises? C'est extrêmement important d'identifier les compétences aujourd'hui, parce que sinon, on ne peut pas évaluer les besoins de formation. Et donc, si on se projette dans 2 ou 3 ans, l'employeur risque de se retrouver avec un effectif insuffisamment formé, insuffisamment compétent et dépassé par la concurrence. Tout simplement, c'est un enjeu vital pour tout ça, pour lui y compris. Alors, la consultation sur les orientations stratégiques, faisant pas mal d'expertise sur le sujet, je vous rappelle que ce n'est pas uniquement la définition de la stratégie d'entreprise, c'est comme nous dit le Code du travail, les conséquences des orientations stratégiques, ce que je suis en train de souligner là, sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail. On est en plein dans ces sujets-là de manière générale, mais notamment dans l'application de l'intelligence artificielle, recours à sous-traitance, intérim, contrat. Deuxième point, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qu'on appelle la GPEC, sur les orientations de la formation professionnelle, c'est-à-dire quel type de politique de formation on va faire, compte tenu de la définition des orientations stratégiques et le plan de développement des compétences. Donc, c'est vraiment important. Vous avez la consultation sur les orientations stratégiques qui doit vous permettre de savoir exactement ce que l'employeur entrevoit sur l'intelligence artificielle. Vous vous rappelez que vous avez aussi une BDSE, je vais y revenir 2 secondes après.
Et notamment, il y a 2 chapitres pour les BDSE de moins de 300 salariés, c'est dans la loi, hein, mais pour les entreprises de plus de 300 salariés, elles peuvent s'en inspirer. Le chapitre grand A, grand E, vous savez qu'il y a 10 chapitres, les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation sur les orientations stratégiques, ça doit être marqué noir sur blanc. Je peux vous dire que faisant des expertises, c'est rarement marqué noir sur blanc, mais il faut être exigeant sur le sujet. Et le chapitre BC, investissement matériel et immatériel, notamment, il est marqué noir sur blanc dans le Code du travail. L'employeur doit exposer les mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production. Il est évident que l'intelligence artificielle va modifier les méthodes de production et d'exploitation. L'employeur doit écrire là-dessus. Il doit informer le CSE, là comme ailleurs, mais notamment sur ce sujet-là. Et les mesures sur les conditions de travail et l'emploi. Donc, la consultation orientation stratégique, la B2SE, tout ça, c'est des informations que l'employeur vous doit. En termes de, je rappelle un petit peu ce que c'est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Hein. Il y a des thèmes obligatoires. C'est une négociation qui a lieu tous les 3 ans. S'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire pas de délégué syndical, etc., c'est dans la consultation orientation stratégique. Et donc, on repart sur les questions d'orientation à 3 ans, d'objectifs du plan de développement des compétences, des perspectives de recours aux différents contrats de travail, de la manière dont on travaille avec les sous-traitants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitance partout, on ne peut pas ignorer ce sujet, et des déroulements de carrière pour certains salariés. Mais il y a des thèmes facultatifs qu'il faudrait insérer ou dans la discussion sur les orientations stratégiques CSE ou dans un accord GPEC, notamment la qualification des catégories d'emploi menacées par les évolutions économiques ou technologiques. Le tout est d'anticiper. C'est ça l'objectif de la consultation orientation stratégique, c'est anticiper. Donc il faut pouvoir identifier, mettre en place les moyens en face. Deuxième consultation qui nous paraît importante, c'est la consultation sur les politiques sociales. On rappelle ici son contenu, mais notamment en termes d'emploi, de qualification, de programmes pluriannuels de formation, autant dans l'orientation stratégique qu'au niveau de l'orientation de la formation. Là, on est dans le déroulé, beaucoup plus, apprécier le déroulé. C'est également une consultation phare pour récupérer de l'information dont je répète qu'elle vous est due. Ce n'est pas un cadeau que vous fait l'employeur, il doit vous le faire. Vous connaissez les problématiques quand l'employeur ne donne pas d'informations, les questions d'entrave au fonctionnement du CSE. Je crois que le CSE doit être exigeant sur le contenu de ces consultations. Et puis, nous avons des consultations ponctuelles. Notamment, nous dit le Code du travail, en cas de modification importante des conditions de travail et d'introduction de nouvelles technologies ou de mutations technologiques importantes. On va y revenir après. L'employeur doit vous consulter sur ces sujets. Je ne vois pas comment, sur le sujet de l'intelligence artificielle, il peut échapper à une consultation du CSE. On va voir un peu après une jurisprudence récente de la Cour d'appel de Paris qui rappelle cette obligation. Mais c'est tout simplement le texte de loi, tout simplement. Exécutons la loi, ça ira bien comme ça. Alors, il y a tout le problème du moment de la consultation. La consultation, c'est, là, nous avons terminé récemment une expertise. Alors, on vous dit que l'intelligence artificielle, oui, mais ce n'est pas encore fait, c'est en phase de test, etc., etc. Non, la réponse, c'est clair, elle est classique, la jurisprudence a tranché. Lorsqu'il y a des étapes dans l'implantation d'une technologie dans une entreprise, qu'on appelle des décisions échelonnées dans le temps, le CSE doit être consulté avant chacune d'entre elles. Je rappelle l'esprit. Le CSE, dans le cadre du dialogue social, est consulté avant la mise en place et doit pouvoir faire part de ses commentaires à l'employeur. Vous comprenez bien qu'une fois que les choses sont mises en place, c'est trop tard. Et donc, c'est le sens indiqué par la jurisprudence. Le CSE est consulté avant chaque implantation d'un projet modifiant les conditions de travail. Donc ça, c'est un point vital parce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle, on est plutôt au démarrage, il y aura plutôt des étapes successives, et bien vous devez être régulièrement informé. Sur la question, donc le premier cas, les aménagements importants modifiant les conditions de travail, donc c'est le Code du travail qui nous dit, voilà, vous êtes consulté sur tout aménagement important. On a cité quelques exemples, ça peut être des changements d'horaire, des suppressions d'établissements, des accroissements du périmètre de... Bon, il y a des tas de cas de figure possibles.
mais il faut, lorsqu'on va vous informer, que vous vous posiez la question. Évidemment, si vous n'êtes pas informé, il faut absolument mettre en demeure l'employeur de vous informer, mais lorsque vous serez informé, est-ce que oui ou non, l'employeur communique au titre d'aménagement important, vous consulte au titre de l'aménagement important des conditions de travail. L'autre cas de figure, qui est beaucoup plus proche, à mon avis, de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement, il introduit une nouvelle technologie dans l'entreprise. Or, le Code du travail dit clairement, le CSE doit être informé et consulté sur l'introduction de nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que ça modifie, on revient toujours au point de base, ça modifie l'organisation du travail. Donc, les élus doivent être informés et consultés comme il faut. Donc, le projet, quand est-ce que l'employeur doit démarrer la consultation? Eh bien, tout simplement, dès que c'est suffisamment élaboré. C'est-à-dire, il a un projet, mais ce n'est pas encore fait. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le CSE est consulté avant l'implantation effective d'une nouvelle technologie modifiant l'organisation du travail. Sur le sujet de, mais alors, est-ce que l'intelligence artificielle est un motif de consultation, introduction de nouvelles technologies? On a un cas très récent, évidemment, tout ce sujet est récent. Vous savez que les jurisprudences en France, il faut attendre plusieurs années pour qu'elles sortent. Mais là, la Cour d'appel de Paris, qui est une cour d'appel importante, a tranché le 21 mai 2026 de manière très récemment, sur le fait que dans une entreprise, qui est en l'occurrence une entreprise de presse où il y avait un outil intelligence artificielle qui permettait de créer du rédactionnel de manière automatisée, c'était ça le fond de l'histoire, eh ben, est-ce que oui ou non, l'employeur aurait dû consulter le CSE? Réponse de la Cour d'appel de Paris, oui, bien sûr qu'il aurait dû consulter. Et pourquoi? Parce que ça modifie les conditions de travail, que ça ne modifie pas un salarié dans un coin, mais l'ensemble des salariés, et que c'est tout à fait une action durable, ce n'est pas une action momentanée, provisoire. L'employeur s'était retranché, c'est intéressant de voir un peu les points de vue, en disant, mais non, c'est une agrégation d'outils préexistants, c'est un usage facultatif, etc. Tout ça a été refusé par la Cour d'appel de Paris et montre bien la direction que, à mon avis, va prendre la jurisprudence. C'est une introduction de nouvelles technologies qui modifie de manière substantielle les conditions de travail et donc ça fait l'objet d'une consultation. Donc vous voyez, avant de venir au slide suivant, que vous avez de multiples sources d'informations qu'il est absolument vital d'actionner. Nous voyons beaucoup de dossiers où l'employeur ne prend pas la peine ni le temps de consulter le CSE. Or, il doit vous consulter dans les orientations stratégiques, dans la politique sociale, dans tout aménagement important modifiant les conditions de travail et dans l'introduction de nouvelles technologies. Il y a au moins 4 motifs de consultation. Donc, il est extrêmement, vous avez les outils, encore faut-il les actionner, mais vous avez les outils pour obtenir l'information que l'employeur vous doit légalement, même si peut-être parfois il oublie un peu son devoir légal. Sur le recours à un expert, vous savez, on rappelle rapidement, vous pouvez nommer un expert à chaque consultation annuelle, orientation stratégique, situation économique et financière, politique sociale. L'expertise est aussi un moyen d'aller chercher de l'information de manière très concrète, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et puis, vous avez des consultations ponctuelles, notamment des consultations de projets de licenciement collectif. Sur la partie droite, c'est les sujets dont on vient de parler, plus reliés aux conditions de travail. Vous pouvez avoir recours à un expert habilité en qualité de travail lorsqu'il y a un risque grave qui est identifié dans l'entreprise, mais également en cas d'introduction de nouvelles technologies, de projets importants modifiant les conditions de travail. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, ça sert aussi à préparer les négociations sur l'égalité professionnelle, l'expérabilité. Mais donc, vous voyez, vous avez à la fois des consultations, vraiment l'employeur vous doit ces informations, et des possibilités d'expertise si vous estimez qu'il faut aller plus loin sur ces sujets. Nous allons passer à la dernière partie qui est est-ce que l'employeur, face à l'automatisation des tâches, aura besoin toujours du même effectif à l'avenir? Et en cas de réponse négative, est-ce que finalement l'implantation de l'intelligence artificielle peut justifier un licenciement collectif? On va étudier les deux motifs, mais avant de descendre dans le détail, je vous propose de répondre à la question, est-ce que vous craignez que l'intelligence artificielle détruise de l'emploi?
craignez-vous pour votre emploi face à l'intelligence artificielle? Je vous laisse répondre à la question. On attend encore un petit peu, certains n'ont pas encore répondu. Ok, donc on a 57% qui craignent un peu, 22% qui craignent pas du tout et 20% qui craignent beaucoup pour leur emploi. J'imagine que ça dépend peut-être, bien sûr, également des métiers, pas forcément des entreprises. Donc voilà. Je crois que la meilleure manière de protéger l'emploi, c'est que, l'employeur vous décrit la manière dont il va implanter l'intelligence artificielle dans l'entreprise, et deux, parce que vous y voyez clair, parce que la feuille de route, comme on vous l'a dit, la feuille de route est suffisamment claire, vous pouvez anticiper les compétences et les besoins en formation. Ça va être ça. Si l'employeur ne fait pas ce travail-là, il risque à un moment donné de se trouver dépassé par la concurrence. Nous sommes de plus en plus dans une entreprise de service, dans une économie de service. Il est extrêmement important que tout ça soit à jour, co-géré avec l'employeur, et qu'on ait bien les bonnes compétences et les bonnes formations dans les mois et années à venir. Ça me semble très, très important. Alors, on rappelle rapidement, il y a pour faire un licenciement économique, individuel ou collectif, il y a quatre possibilités où l'employeur invoque des difficultés économiques ou alors des mutations technologiques. Alors, on est en plein dedans. Troisième possibilité, il dit qu'il a une menace sur sa compétitivité et donc il a besoin de réorganiser l'entreprise. Ça peut être une menace prévisionnelle, ce n'est pas forcément une menace aujourd'hui. Il pense qu'effectivement, il est menacé. Et puis, il y a le dernier cas qui est plus rare, qui est la cessation d'activité, tout simplement. Et donc, fatalement, il va licencier. Alors, c'est quoi s'il utilisait l'argument des mutations technologiques? C'est toute innovation technologique ou tout changement de technique susceptible d'entraîner une suppression, une transformation d'emploi, une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié. Alors, ça dépend vraiment de tous les contextes. S'il estime qu'il a suffisamment d'arguments pour invoquer l'innovation technologique, il peut utiliser cet argument qu'il pourra défendre devant un juge de fond. Souvent, il utilise quand même l'argument de la sauvegarde de la compétitivité. On voit plus souvent l'argument de la sauvegarde de la compétitivité qu'on vous présente après. Vous voyez là, on vous donne quelques exemples de mutations technologiques qui ont servi à justifier un licenciement. Informatisation de certains services modifiant la structure de l'entreprise, mise en place d'une gestion informatique des dossiers. On pourrait répondre pour les aspects commerciaux, les chatbots à la queue leu-leu. On pourrait répondre pour toute création d'éditorial, de musique, de texte, d'images, qu'effectivement, il n'y a pas besoin du nom de personne, etc. Bon, ce sont des cas. Maintenant, il faut voir la qualité de l'argumentation d'employeur et tout ça peut être discuté quand même devant un juge. Je vous disais, la tendance est plutôt, ce qu'on voit plus souvent, c'est quand même la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur invoquant la menace. Il a une menace sur la compétitivité, c'est-à-dire sa capacité à être actif sur son marché, à prendre des parts de marché, en tout cas à les maintenir. Là aussi, on est sous le contrôle du juge. On est sur quelque chose de prévisible. Donc, à la fois, c'est l'avenir, mais suffisamment documenté, qui permet de statuer sur le fait que, effectivement, l'entreprise doit se restructurer pour sauvegarder sa compétitivité parce qu'elle est menacée. Voilà, donc effectivement, ça fait la réponse à la question est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour restructurer l'entreprise? Je pense qu'il faut avoir à l'esprit que oui, ça pourrait être le cas au motif d'une mutation technologique ou de la nécessité de sauvegarder une compétitivité. Je pense que le meilleur moyen d'anticiper tout ça, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est obtenir la bonne information de l'employeur sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Il vous doit des consultations sur le sujet, ou les consultations annuelles stratégiques et politiques sociales, ou des consultations ponctuelles
aménagement important des conditions de travail et introduction de nouvelles technologies. Donc, il vous doit cette information. Et fort de cette information, le CSE sera en mesure d'avoir une opinion sur la manière d'anticiper les évolutions de l'entreprise, notamment en termes de gestion de compétences et d'informations. Voilà, c'est la meilleure manière de parer le risque d'une opération de restructuration, déjà faire un état des lieux très clair. Et pour que vous fassiez un état des lieux très clair, il faut que votre employeur ait déjà les idées très claires sur le sujet et vous les présente. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur la question de l'intelligence artificielle. Rappelez le rôle fondamental du CSE, l'obligation de vous consulter, l'information que vous devez avoir qui va vous permettre d'approfondir le sujet et de voir les actions éventuellement à mettre en place pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons répondu aux quelques questions au fur et à mesure dans le module des questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Et n'hésitez pas à poser vos questions, effectivement, on a encore 2-3 minutes. Vous aurez de toute façon le support, enfin, vous aurez la possibilité de retélécharger le webinaire. Et puis derrière, on vous enverra aussi un petit questionnaire pour que vous puissiez, si vous voulez, l'obtenir en version PDF. Donc, je vous rappelle que l'école des CSE est là pour vous faire entrer dans une palette de compétences qui sont à votre service pour tout votre mandat. Donc, on a au niveau de l'école des CSE, on a bien sûr la formation, tous les sujets économiques. Je vous rappelle que c'est des formations pratiques qui sont animées par nos experts, hein, accompagnement juridique et des questionnaires, comme on en a parlé tout à l'heure avec Morgane, et puis l'expert des CSE avec Serge et son équipe sur toutes les expertises, notamment stratégiques, sociales, la participation, ça, c'était pas le sujet du jour, et les PSE, les fusions, etc. Et nos partenaires pour tout ce qui est technique, expertise santé au travail, projet important modifiant les conditions de travail. Donc, tout ce que vous avez comme question, surtout, n'hésitez pas à nous contacter directement. Anne-Catherine, vous pouvez m'avoir sur le site, etc. Et je pourrai répondre à vos questions et vous aiguiller. Mais surtout, j'ai vu aussi des questions des personnes qui n'étaient pas, même pas consultées ou qui avaient déjà du mal d'avoir leur consultation, qui n'avaient pas leur BDESE. Enfin, ça n'est plus possible actuellement. C'est vraiment inadmissible de la part des employeurs. Évidemment, ils sont faux au moulin, mais ils doivent respecter le code du travail. Donc, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Et si vous voulez, nous, on a déjà des moyens qui permettent de les éduquer. Un bon règlement intérieur qui lui rappelle ses obligations, un règlement intérieur du CSE, ça, on en fait. Effectivement, après, derrière, si vous avez besoin de plus d'informations, le fait de faire des expertises pour aller plus loin et pour être accompagné dans votre rendu d'avis sur les questions sur lesquelles vous n'êtes pas spécialiste. Voilà. Mais surtout, il y a toujours une solution à des problèmes et c'est pas pour ça que vous allez y passer beaucoup plus de temps. Et il faut arrêter, je pense, de se faire de temps en temps embarquer par son employeur qui a des tas de bonnes raisons de ne pas répondre à ses obligations. Voilà. Donc, on vous souhaite. Ah oui, effectivement, on a un QR code, voilà, pour nous faire un retour sur le webinaire et savoir si vous voulez obtenir le support. Donc, il suffit de scanner le QR code. C'est très rapide, hein, il y a 2 ou 3 questions maximum. Donc, n'hésitez pas. Et puis sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez toutes les coordonnées. Sinon, écoledescse.com, on est une équipe qui communique entre nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.